Donne la parole. Bonjour, bienvenue sur Artop TV pour mon émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Barry, Hichem et Myrna. Bonjour. Bienvenue à eux et merci d'être venus sur mon plateau. Alors du coup, on va commencer par toi, Hichem. Oui. Je m'appelle Hicham, donc je suis enseignant dans l'éducation nationale. Depuis presque 16 ans, j'ai travaillé à différents types de niveaux, avec différents types de publics, que ce soit collège ou lycée, et aussi des post-bac. Voilà. Ça fait un moment que tu dois venir, ça fait un moment qu'on doit se voir quand même, hein. Oui, bien sûr, comme tous, on a un calendrier hyper chargé, on a toujours des imprévus. Et aujourd'hui, maintenant, comment dirais-je, j'ai écrit sur le marbre la date d'aujourd'hui. C'était très important de venir faire cette entrevue. En quoi consiste ta profession, Hichem? En fait, ma profession, elle consiste à transmettre un savoir face à un public d'une moyenne d'âge, comme on dit, même d'une plage de 15 jusqu'à 25 ans. J'ai aussi des adultes maintenant. Et mon objectif, c'est surtout enseigner des matières techniques, majoritairement de mes activités, et aussi scientifiques que je fais en cours à domicile. D'accord. Et quel est ton type de public, d'élèves Alors, T'es spécialisé pour des cas particuliers, spécifiques, non? dans un premier temps, majoritairement, je dirais que j'ai des bacs pro, Mhm. des élèves en lycée professionnel, et surtout que de plus en plus, depuis quand même pas mal d'années, en lycée professionnel, on reçoit des élèves présentant des troubles, Manteau? pas spécialement mentaux, non, Retard? voilà, des retards, et en quelques mots, on peut appeler ça des handicaps. Attention à prendre délicatement, et souvent c'est reconnu par un médecin. Mm. C'est pour ça qu'on peut se permettre, mais les autres problèmes, on ne les cite pas trop. Quel type d'handicap tu peux avoir à faire face au sein de tes classes? Alors des handicaps moteurs, des autismes, nous avons beaucoup ça, et puis des élèves qui ont des difficultés surtout la dyslexie, voilà, le terme que je cherchais. Dyslexique, ouais. Ah oui, qui se détecte même très tôt, et qui devient de plus en plus fréquent. Tu as des élèves hyperactifs, ouais. Aussi. Mais au sein de ta classe, enfin, je veux dire, au sein de ta profession, tu as une formation quand même en psychologie parce qu'il faut arriver à gérer au sein d'une classe des élèves qui ont des troubles différents et des handicaps. Comment tu t'organises? Alors, j'ai pas fait une formation universitaire ni pendant ma scolarité concernant la psychologie de l'enfant. Heureusement que l'éducation nationale nous met à disposition des séances de formation, on prend sur nos horaires, qui sont disponibles pour tout enseignant, afin d'aborder plusieurs thématiques sur l'enfant, que ce soit la psychologie, les maladies, la gestion, des choses comme ça, Mhm. afin d'assurer un enseignement périn et universel pour tous. C'est notre objectif. Est-ce qu'au sein de tes classes, ça t'est déjà arrivé que handicap se mélange à drogue? Très peu, mais se mélange à d'autres addictions. Mhm. Addiction sur le téléphone, addiction, malheureusement, il faut le dire, sur les paris sportifs, qui sont sur l'argent. Mhm. Ouais, ils sont déjà portés sur l'argent à cet Ouais, âge-là. tout à fait. Ils ont quel âge tes élèves à peu près? Entre 15 et 20 ans. Et on D'accord. va dire majoritairement, ils sont majoritaires avant même la fin de terminale. Mhm. On va revenir sur ce sujet après. On passe à toi, Barry. Merci, Hichem. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Merci, c'est très gentil. Moi, c'est Barry Soirée, ah, je suis timide, hein. Pas grave. Auteur du livre Barry Soirée, on n'oubliera pas. À travers ce livre, en fait, je montre que en fait, il faut jamais rien lâcher, qu'il faut toujours croire en ses rêves. Moi, je viens de la banlieue et c'est très compliqué de s'en sortir parce que voilà, on n'a pas de contact, on n'a pas d'aide, on est tout seul avec nos rêves et deux fois on se dit mais est-ce qu'on a le droit de rêver? Parce qu'en fait on n'a personne qui vient nous aider, on a les médias qui parlent de nous que en, en disant du mal, genre que je sais pas comment vous dire mais en fait c'est dans ma tête je me demande est-ce que nous en tant que jeunes on pourra réussir si on vient de la banlieue. Parce que, en fait, le fait que, en fait, on parle toujours mal de nous dans les médias, c'est-à-dire que, en fait, il y a toujours des clichés qui sortent.
Oui, franchement, je sais pas comment vous dire. Ouais, il y a une question, tu te remets en question sur des aspects sociaux et puis des aspects aussi politiques, si je puis dire, dans un sens, parce que c'est vrai que quand on est en banlieue, bon, bah, on n'a pas forcément les mêmes chances que tout le monde, hein. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est des contextes de vie différents et qui peuvent être plus compliqués pour une intégration dans la société. Alors du coup, est-ce que tu as ramené ton bouquin avec toi? Malheureusement, non. C'est dommage. C'est Oui. un bouquin qui est sorti chez quelles éditions? Amazon. Amazon. D'accord, donc c'est un bouquin que tu as fait sur Ouais. Amazon Prime et que tu as... Et comment s'appelle ce bouquin déjà? Barry Soirée, on m'oubliera pas. Une jeune de banlieue qui refuse de devenir invisible. Et c'est un bouquin que tu promues des fois dans les librairies, tu essayes quand même de... J'essaye un peu. Ouais. C'est compliqué, hein, mais je lâche rien parce que je me dis qu'en fait, si on lâche quelque chose, en fait, on va jamais au bout de ce qu'on veut réellement. T'as vendu combien d'exemplaires de ce bouquin? Pour l'instant, j'ai rien vendu parce que en fait, j'ai fait ça comme ça. Je me suis D'accord. dit, en fait, ça va laisser une trace, ça va être une trace pour l'avenir de demain, Mm. en fait. C'est quelque chose, en fait, c'est comme si c'était mon histoire, c'est moi, en fait, c'est mon histoire à moi et je veux qu'on m'oublie pas parce que c'est trop compliqué. Le fait d'habiter en banlieue, c'est vraiment, c'est la difficulté, en fait, moi, je dis. Ce bouquin, c'est pas pour, dans un sens, exprimer une sorte de mal-être, peut-être, non? Non, je pense pas. C'est plus, Tu penses pas que ça t'a permis de te libérer un peu d'un poids, peut-être? Parce que habiter en banlieue, effectivement, ça peut être un poids, pardon, excuse-moi, il y a beaucoup de stigmatisation. Tu penses ouais. pas que ça peut... En fait, moi, ça m'a permis de Non? parler à Ouais. travers ce livre. T'avais besoin. Ouais, voilà. En fait, parce que on nous donne pas assez la parole. En fait, on vient pas vers nous. En fait, on est seul face à nos rêves, avec nos Mm. rêves. On avance comme ça. On n'a personne pour nous aider. En fait, c'est ce que moi je ressens réellement. Je me dis en fait, c'est toi et toi. T'es toute seule. Tu te sentais, peut-être tu te sentais un petit peu en prison au final, dans cette banlieue. Je me dis qu'on est en prison en fait. Tu te dis c'est un taux de bâtiment, un tas de bâtiments, il y a des jeux pour les enfants, mais à part ça, il y a quoi? Peut-être le marchand de glace qui passe le dimanche? Non, mais c'est vraiment, franchement, c'est dommage parce que, vous savez, dans les quartiers, dans les banlieues, enfin dans la banlieue, il y a beaucoup de talents et en fait, il n'y a personne pour aller les voir, personne pour les aider, en sachant que c'est des personnes qui veulent réussir. Et le fait que, en gros, on nous met des barrières parce que voilà, on se dit, parce qu'il vient de cette banlieue-là, je peux pas le prendre. Ah, parce que il est de cette couleur-là, je peux pas le prendre. Mais c'est dommage parce que en fait le talent en lui-même, en fait il est pas, on voit pas notre talent à nous en fait. Hichem, excuse-moi de t'interrompre, Barry, t'en penses quoi ce qu'elle dit? T'as des jeunes de banlieue, toi, dans tes classes? Tout à fait, oui. Ouais. Et qui ont des difficultés bien sûr sociales, et surtout qui ont eu des troubles d'apprentissage, voire qui ont été un peu victimes d'éducation inégale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir des enseignements correctement organisés. Parfois, ils arrivent avec des lacunes, Bien sûr. et on est obligé maintenant de combler tout ça, quoi. Mm. Ce qui nous rend notre travail encore beaucoup plus difficile. Je vous remercie à tous les deux d'être intervenus. On va passer à Myrna. Oui, très bien. Tu l'as bien dit, ça va. Ah, j'ai eu un doute. Non, J'ai c'est un parfait, c'est parfait. Alors, Alors moi, en fait, je suis maître nageur sauveteur. d'accord. Je suis aussi entraîneur de référence nationale. Et j'ai été championne de France de natation sauvetage aquatique. Qui Voilà. consiste? Alors, le sauvetage aquatique, en fait, cette épreuve, en fait, moi, je l'ai passée sur 50 mètres. Donc, j'ai fait un départ plongé, j'ai fait 25 mètres crawl rapide. Après, je suis allée récupérer un mannequin au follow. Donc, un mannequin au follow, en fait, ça ressemble en fait à une personne qui est en position de noyade. Voilà. Je l'ai ramené et après, je l'ai remorqué sur 25 mètres le plus rapidement possible. Donc, voilà, ce sont cette épreuve-là que j'ai passée et pour lequel j'ai été championne de France de natation sauvetage aquatique, comme ça. Mais juste une question. Quand, parce que moi, bon, j'ai fait un peu de plongée sous-marine. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Quand tu descends comme ça, tu peux descendre jusqu'à combien de mètres? Alors, euh, en fait, c'est pas tu peux descendre à combien de mètres, comment tu descends. Oui, voilà, avec la pression. Tu peux descendre à 3,50 m sans forcément savoir comment tu vas descendre et te faire mal aux oreilles.
C'est comment tu vas descendre. C'est ça la véritable question. Et quand tu descends, alors évidemment, nous, on s'entraîne beaucoup, mais quand on a mal aux oreilles, comment on fait? On avale de la salive, voilà, on connaît tous la technique, on bouche le nez, on souffle à l'intérieur là pour déboucher au niveau des oreilles, au niveau des tympans, et au fur et à mesure pour qu'on ait de moins en moins mal. Mais c'est comment tu vas descendre. C'est ça la véritable question. Après, évidemment, descendre dans une fosse à plonger, moi je le fais pas. C'est pas ma discipline. Chaque sport a sa discipline, a ses choses. Mais faire 25 mètres et descendre à 3,50 m ou à 1 m 30 ou à 2 mètres, ça c'est pas ça tu peux descendre en fait. C'est ça la question en fait. Tu vois? Donc, du coup, quand tu descends à combien? 3,5 m, 4 mètres? Oui, bah je peux descendre à 3,50 m, je peux descendre je descends voilà dans un bassin et puis voilà, je descends. Mais si tu me demandes de descendre, faire comme les apnéistes, descendre encore de plus en plus bas, ça non, là c'est une autre manière, c'est une autre technique, c'est autre chose. Et ça, c'est pas mon domaine, quoi. Voilà. Ouais, c'est encore quelque chose de très différent. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers la nage comme ça? Alors en fait, ça a commencé depuis l'enfance. Moi, j'ai appris à nager à la piscine du collège Stanislas. Mon père était enseignant là-bas. Il était professeur d'histoire et de géographie en fait là-bas. Et ça a commencé comme ça en fait, des bébés nageurs jusque là. Et puis après, évidemment, après j'ai quitté cette piscine et puis après je me suis entraînée dans divers clubs parisiens, comme le club des nageurs de Paris, les Chivadaliers et le Neptune Club de France. Mais voilà, ça a commencé comme ça, tout début, depuis les bébés nageurs, tout simplement. Et puis voilà, l'eau, quand j'étais bébé et enfant, j'ai toujours adoré l'eau. Donc ils ont vu tout de suite que j'aimais l'eau. Ils ont dit allez hop, faut inscrire votre fille. Et ça a commencé comme ça. Eux pensaient que j'allais juste prendre des cours en fait, mais ils se disaient après elle va s'orienter vers un autre sport. Or non, je me suis pas orientée dans un autre sport et j'en ai fait mon métier. Voilà, j'en ai fait l'un de mes métiers. Quel type de nage tu nages? Alors moi ma spécialité c'est la brasse. Il faut savoir que j'ai eu un parcours assez particulier. J'ai eu en fait effectivement des médailles dans tout ce qui concernait les championnats de France master de ma catégorie, mais j'ai été détectée assez tardivement parce que j'avais une double licence, notamment dans le sauvetage aquatique, la natation sauvetage aquatique du moins. Et si tu veux, c'est cette personne-là qui m'a détectée. Mais j'avais pas un staff autour de moi de médecins, de kinés, à part la famille et puis voilà et les amis. Hein. Et c'est lui qui m'a inscrite là. Et hop, et voilà, je suis devenue championne de France comme ça. Tu vois, ça s'est passé comme ça. Quelle année? En 2014. D'accord. 2014. 2014. Okay. Ouais, ça reste récent quand même. Ouais, ça reste récent. Pour une femme. En 2014. Et j'en garde un très beau souvenir. Je m'y attendais pas. Je vais pas mentir, je continue toujours à m'entraîner, peut-être différemment, mais je continue toujours à m'entraîner. Et voilà, faut accrocher son char à une étoile. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que, parce que on se fait aussi avec les autres, tu vois. On se fait pas que tout seul. La personne, elle a fait, effectivement, on m'a pas trop laissé le choix. Hein, je l'ai fait. Je pense qu'il m'aurait préparé, peut-être que je serais pas allée, tu vois. Et voilà, donc ça a énormément aidé, énormément. Et je me souviens encore de mon autre entraîneur en natation où j'en avais parlé et on avait beaucoup discuté ça. C'était assez émouvant ce qu'il m'avait dit aussi. Il m'avait dit mais tu vois c'est bien, non tu peux croire en toi quoi. Ouais. Alors que moi au départ j'avais une autre vision. Tu peux croire vraiment en toi. On parlait avec Barry Hichem d'inégalité sociale au sein des banlieues ou handicap ou autre. Toi, avec un père qui était professeur d'histoire géo au sein de ton collège, est-ce que tu penses avoir été victime d'inégalité dans un sens? Au collège Stanislas, alors moi j'ai pas fait les études au collège Stanislas, j'ai nagé en fait là-bas, au cercle sportif Stanislas, et puis après je suis rentrée au CSDF. Mais vous savez, j'étais la seule métisse. Déjà, métisse, mince, athlétique, donc je rentrais pas dans la norme. Donc je vais pas mentir, le parcours a été compliqué. Ça n'a pas été facile. Même avec un père dans l'éducation nationale. Non, des fois. Alors en fait, mon papa, évidemment, il avait du poids parce que lui, les gens le respectaient. Donc forcément, au bord du bassin, on va pas
pas trop mais l'entraîneur qui m'a appris à nager, c'était assez paradoxal, tu vois. En même temps, il me protégeait, et de l'autre côté, il avait aussi cette vision de l'époque qui était, mais t'es noire, t'es mince, t'es longéline, t'es plus adapté pour courir. Ce qui était pas faux, parce que je faisais des choses aussi en athlétisme à cette époque-là, très jeune, tu vois. Mais moi, ça m'a vexée. Je me dis, mais pourquoi je peux pas apprendre à nager comme tout le monde? Tu vois, il l'a dit aussi. Et ça, c'est pas très agréable à l'entendre. Tu vois, il me l'a dit plusieurs fois aussi. Donc ça a été très très compliqué. Et de l'autre côté, des fois, c'était vraiment une relation très paradoxale, très paradoxale. Donc moi, l'inégalité, oui, je l'ai senti. Mais après, quand j'ai quitté ce club et que je suis allée sur Paris, oh, là, je me suis rendu compte que si tu veux, il n'y avait pas d'inégalité. Il y avait des gens qui étaient différents. Notamment, je l'ai découvert au Neptune Club, ça. L'entraîneur que j'ai eu, je le remercie parce que vraiment, il a vraiment, j'ai pu voir autre chose. Tu vois, autre chose en disant, mais finalement, il y a plein de gens qui sont aussi comme moi et qui peuvent nager. Tu vois. Mais moi, mais c'était dur. C'était dur. Il me manquait des choses. L'autre, il a appris quelque chose, mais voilà, c'est pas. Tout à l'heure, elle parlait de racisme. Oui, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Parce que là, je me permets d'intervenir sur le plateau. Là, on a quand même plusieurs types de carnations de peau différents. On a black, on a métis. Et déjà, entre ces deux carnations de peau, il existe une forme de racisme entre Africains. Et il y a du racisme au sens général, je ne vais pas être maladroite, mais au sens général de type de carnation. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. De carnation à carnation, il y a du racisme. Que ce soit plus clair, plus foncé, noir ébène, noir clair, métis. Allez. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. De carnation à carnation. Alors, il y a du racisme, mais après, il faut se battre aussi, tu vois. En fait, tu es obligé de travailler dur pour avancer beaucoup plus loin. Mais ce qui m'a sauvée, et ça, j'oublierai jamais sa phrase, c'était mon père à l'époque, il me disait, écoute, si jamais on te fait une réflexion comme quoi t'es mince, noire et longéline, tu dis, bah moi, j'ai un oncle qui mesure 2 mètres, 0,2, qui est descendant de Maasai, et voilà. Et c'est ce que je disais. Donc, quand j'étais enfant, le racisme, est-ce que je l'ai vraiment compris? J'ai juste été vexée du fait qu'on me dise mais que tu n'arriveras pas à aller plus loin en fait en natation parce que tu es plus adapté pour la course. Moi, je l'ai pris comme ça. Mais avec le recul, en tant qu'adulte, là, j'ai commencé à me rendre compte des choses. Et je répétais toujours cette phrase. Non, non, moi, je suis mince, longue et longiligne, donc j'ai un oncle qui mesure 2 mètres 02. Donc voilà. Mais après, les gens avec lesquels je nageais à Stan, bah, ça se passait bien, tu vois. Enfin, c'était pas quand j'étais enfant, on était tous un groupe, on nageait ensemble, on se connaissait. Après, moi, je suis partie et quand je suis revenue, effectivement, bon bah, eux, ils avaient leurs amis. Mais voilà, c'était particulier. Là où j'ai vraiment senti vraiment l'équipe, on va dire, c'est quand je me suis retrouvée sur Paris. Quand je me suis retrouvée sur Paris, et là sur Paris, vraiment, j'avais mes 2 meilleures amies de la natation. Elles ont été présentes de A à Z. Elles m'ont toujours encouragée. Elles ont toujours été là. Il y avait des moments qui étaient très compliqués, très difficiles, mais elles étaient là. J'ai fait des performances à mon niveau natation, et puis après, il y a eu cette belle rencontre de cette personne qui me voyait déjà et puis qui m'a inscrite au championnat de France. Mais si tu veux, moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr qu'on fait. Et toi, Hichem, est-ce que tu as été victime de racisme par rapport à ta peau, par rapport à tes origines, par rapport à ton environnement social, par rapport à... Et je dirais que le racisme, pour moi, il a commencé lorsque je mettais mon prénom pour des offres d'emploi sur mon CV. Alors, tout de suite, les gens, souvent les racistes, les personnes que j'avais en face de moi le cachaient. Mais je voyais tout de suite leur réaction en lisant juste mon prénom, parce que quand on me voit la première fois, on ne peut pas. On décèle souvent des origines européennes, espagnol, italien ou français. Et lorsque je commence à donner mes origines, là, donner juste mon prénom, ça y est, c'est tout de suite de quelle origine vous êtes, le cliché qui va avec. Alors que, bon, avant tout, moi, quand je postule pour un emploi ou quand je, même face à mes élèves, peu importe mes origines, peu importe mon prénom, mais j'ai un poste, j'ai une mission, je suis là pour ça. Et c'est pas parce que je m'appelle Hichem ou Hicham que
forcément, il y a tout un cliché, tout un tas d'actions qui doivent venir avec. Mm. Et toi, Barry, tu penses que quand tu postules quelque part, je sais pas, par exemple pour un poste sur Paris ou autre, tu arrives avec ton nom, ta personne, tu penses que tu es victime de racisme des fois? Ouais. Je pense que peu importe hein, le nom, la couleur, euh, le... moi je trouve que c'est très... il nous banalise beaucoup. Mm. On nous ferme beaucoup les portes en sachant que, voilà, euh, derrière, par exemple, derrière le nom ou peut-être derrière la personne, c'est quelqu'un qui a du talent ou peu importe ce qu'elle a, mais c'est quelqu'un, voilà, qui est là pour le truc. Mm. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter sur moi. Un jour, je pars à un entretien. Et bon, je dirais pas les origines de la personne, je pars à un entretien, sachant que moi, je réussis toujours mes entretiens. Hein, que j'échoue un entretien, c'est impossible. Voilà. Surtout pour les postes en de chargé d'accueil. Je fais mon entretien, tout ça. J'arrive et je vois la dame, déjà, mon look, il lui plaît pas, parce que j'avais mis un tailleur, Hichem. Tailleur, escarpin, petite chemise, tout ça, tac, tac. Je viens pour mon entretien, je suis là pour les réussir, je suis pas là pour échouer. Arrivée à l'entretien, elle me dit, vous habitez où? Je lui dis où j'habite. Elle me dit, eh bien alors, bonne route, rentrez bien chez vous. T'imagines? Tout de suite, ouais. La réflexion, la réflexion. Je passe un coup de téléphone, je dis, il y a un problème avec cette chargée de recrutement, tout ça. J'attends un mois, je repostule, surprise. D'accord. Tu vois le truc? Des fois, c'est vraiment, tu tombes sur la mauvaise personne, en fait. Des fois, alors c'est la mauvaise personne, mais après, je vais te couper la parole. À l'époque, à l'époque, il y avait une vision bien particulière, du moins dans le sport, en natation. Hein, on disait souvent, pas qu'en natation, on disait, il y avait t'es noir, mince et longiligne, t'es adapté pour la course, parce qu'il y avait toutes les histoires avec les Kenyans qui gagnaient beaucoup de choses. Et le stéréotype, les gens parlaient comme ça, et même à la télévision. Enfin, c'était l'époque. Je fais pas de critique, je dis juste c'était l'époque. Euh, Maintenant, ça passe plus. Tu vois, maintenant, ça ne passe plus. Alors, le hic, c'est que quand tu es dans une catégorie où tu ressembles pas à la norme par rapport à tout le monde, tu rentres dans une catégorie hors norme. Et là, la question se pose. On dit, mais où est-ce qu'on la met? Elle est pas dans une, elle est pas classée. Elle est pas classable. Et en fait, c'est pour ça que, moi, je sais, oui, j'ai ce papa qui était extraordinaire. Mes parents ont été top. Mais à chaque fois, quand ça m'a pas empêché d'aller encore plus loin, tu vois, en disant, voilà, j'y vais, maintenant j'ai réussi, ça c'est là. Et une fois que tu as réussi, les gens, c'est bon, ils savent qui tu es. Ils vont pas revenir te redire un tel, non, au contraire, ils vont venir te serrer la main et là, ils vont te respecter. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était une situation bien particulière pour l'époque. Mais les différents entraîneurs que j'ai rencontrés m'ont énormément apporté, m'ont énormément beaucoup aidé. Ils ont vu la ténacité. Et puis voilà, tu vois. Donc, en soi. Après, moi, le racisme au travail par rapport à mon nom et mon nom de famille, moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ce problème-là. Pour postuler quelque part, j'ai pas eu ce problème-là non plus. Donc, je l'ai pas vécu, tu vois. Je l'ai connu que dans le sport. Tu vois. Et juste une question, dans ton sport, est-ce que tu avais une tenue qui t'a été offerte par ton club ou autre? Tu sais, on a toujours ce truc quand on réussit en compète. Non. Oui, alors non, alors qu'on réussit ah non, 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 il y avait effectivement des maillots de bain, des choses comme ça et tout pour lesquelles voilà il y avait, mais non, j'avais pas de tenue sportive. J'étais pas parrainée comme certains sur Speedo, Arena. Moi j'ai pas eu ça. Moi c'est moi qui allais acheter Speedo et Arena. Voilà, moi j'ai pas eu ça. Mais euh, mais c'est pas grave en fait en soi. C'est pas grave parce que euh, au final, ce qui compte, c'est maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu continues la natation? Aujourd'hui, bah, je suis toujours maître nageur sauveteur. Voilà. Je suis toujours entraîneur de référence nationale, mais moi, je consacre beaucoup plus en tant que maître nageur sauveteur. Et puis, je suis aussi poétesse comédienne. Voilà. Donc, pour essayer de résumer, je vais essayer de résumer. La poésie a commencé d'abord à l'âge de 10 ans. J'ai été découvert par un poète et j'ai commencé à écrire avec lui.
Et puis après, j'ai été publiée au lycée, à l'adolescence, dans la revue poétique dans un lycée privé, en fait, qui s'appelait Saint-Junipert. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, beaucoup plus tardivement, ce qui a été très beau, ça a été le Canada qui m'a découvert. En fait, mon poème a été publié au Festival international de la poésie qui a eu lieu à Montréal. C'était en 2022. Donc là, beaucoup plus avancé. Et puis ensuite, il y a eu toutes ces propositions, toutes ces choses où je me suis retrouvée sur scène en tant que poète, notamment dans le spectacle d'Abad et les 40 poètes qui avait été dirigé par le Prince des Poètes, tu vois. Et puis dernièrement, j'ai fait le Festival international de la poésie pour la paix dans le monde avec Léo Zelada. Donc ça, la poésie, c'est vraiment une partie très intégrante dans ma vie. C'est même quelque chose qui me fait respirer euh, énormément. Et alors pourquoi je dis comédienne? Parce que j'ai fait les cours Jean-Laurent Cochet. J'ai été formée par Jean-Laurent Cochet, par Pierre Trabeau, par Philippe Legare, Pierre de la Venne. Voilà, il y en a certains comme ça. Et c'est ça, en fait, si tu veux, et donc j'ai joué au théâtre. Voilà, j'ai joué au théâtre classique, et puis après, j'ai joué aussi dans un opéra caribéen au théâtre Ruffneuf qui s'appelle Les Oubliés des Lumières et qui a été labellisé par l'UNESCO. Est-ce que tu as un poème à nous dire comme ça, là, en direct? Comme ça, là, en direct? Ouais. Oui. Spectateur à la caméra. Bah, belle Lucrèce aux cheveux noirs, aux reflets blonds, longue crinière caressant son dos nu caramélisé, elle danse sous les cocotiers, légèrement vêtue, gracieuse d'un pas flânant, la musique meringuée des contes et des tierces des Antilles latines. Petite fleur, comme je voudrais te garder pour moi toute seule. Ne regarde pas ces hommes, ils ne connaissent pas ta beauté. Ils te dévoreront du regard, ils te captureront. Cette plage t'aura oublié. Mais moi, doux pétale de rose, je te protégerai de ces ingrats. Fille du soleil, luisante comme le miel, dame de la nuit étoilée, sirène d'un soir disparu, mémoire oubliée des flots de mes ancêtres, belle princesse de Saba, aux pierres précieuses de Turquie, élégance, dignité, fierté, tableau métissé, richesse du monde, en toi coule le secret de la Caraïbe. Ça, ce poème s'appelle Négresse blonde. Bravo. Voilà. Et donc, il a été publié, il a été repris plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous le retrouvez un peu partout, Manoir des Poètes, dirigé par Maggie de Coster, dans la revue Libelle, Art Planète, un peu partout. Et et je le remercierai jamais celui qui m'a dit t'as quelque chose avec la poésie, bah, c'est aussi mon père. Mon père, et c'est lui qui a découvert ça et il m'a dit allez, allez. Et s'il avait pas vu ça, c'est là où les parents, des fois, sont intéressants. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais fait autre chose. Peut-être pas de la poésie. Et peut-être qu'à 90 ans, on m'aurait retrouvé poète. Voilà. Hichem, on va revenir à toi. Alors, du coup, on parlait des élèves. Est-ce que tu as des cas difficiles? Par le comportement, oui. Ouais. Et bien sûr, aujourd'hui, maintenant, on nous dispense des formations, surtout à caractère psychologique, comme aussi à caractère, je, euh, je dirais, comment savoir gérer une classe difficile, comment savoir aussi gérer des cas. En tant que professeur, est-ce que tu trouves que l'éducation nationale investit assez dans le mobilier des établissements pour la sécurité des enseignants pour des élèves compliqués? Désolée pour la formulation. Plus ou moins, en fait, ça dépend des menaces. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en général, on On va sent que t'es pas. angoissé quand tu dis le mot menace. Ah oui, tout à fait, parce que Ouais. moi, j'ai quand même beaucoup de solidarité pour mes collègues, Mm. pour tous ceux qui travaillent dans le système de l'éducation éducatif. Mm. Avant tout, on n'est pas là pour prendre des coups, on n'est pas dans un environnement de violence, on n'est pas dans une situation de guerre, et qu'on se retrouve avec des problématiques similaires, ça devient de plus en plus inquiétant. Oui. Ouais. Tu t'es déjà fait agresser à une arme blanche, couteau, non? Ah non, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Une élève qui tombe amoureuse de toi, comment? Alors ouais.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où une élève atteinte d'un handicap Oui. mineur te dit qu'elle a des sentiments pour toi? Alors, Comment faut-il réagir en tant qu'enseignant? déjà, dans un premier temps, c'est de savoir prendre du recul, Mm. montrer aussi qu'on est professionnel, mais on a quand même une sensibilité. Surtout que, comme on dit, Oui, mais faut se protéger. tout à fait, qu'il faut bien se Faut se protéger. protéger dans un premier temps. Oui, exactement, c'est la première chose à faire. Et surtout que avoir un dialogue Mm. très construit, très Mm. avancé, parce que c'est vrai que les sentiments ne se contrôlent pas, mais surtout que le dialogue est il faut mettre en place un dialogue. Oui, puis tu fais face quand même à des élèves qui ont des problèmes psychologiques. Donc, dans ce style de situation, quel recours tu as au niveau de ta hiérarchie? Et déjà, il faut en parler au-dessus, il faut parler à mes supérieurs. Mm. Aussi, en tant qu'enseignant, on n'est pas seul, on travaille toujours en équipe, dont nous avons dans notre équipe un professeur principal pour chaque classe, Mhm. qui est très important de lui en parler avec lui, de Mhm. faire un retour, Mhm. pour éviter surtout les effets de surprise, parce Mhm. que, attention, hein, aujourd'hui, l'émotion chez nos élèves est de plus en plus présente, et surtout elle évolue. Un élève peut avoir des sentiments pour son enseignant, comme demain il peut éprouver de la haine. Et ça, pas à l'abri. D'où l'intérêt, dialoguer, signaler surtout, et ne pas laisser ça pour soi et ne pas jouer au cavalier ou au cow-boy. Parce que bon, on n'est pas seul et c'est pas l'environnement pour ça. Nous ne sommes pas dans un film. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, malheureusement, de faire une erreur professionnelle en tant qu'enseignant? Oui, Ouais. parce que c'est vrai que, Quel type d'erreur? par exemple, sur nos propos, Tu te remets en question quand ça arrive? oui, bien sûr, moi je suis quelqu'un qui me remet en question très souvent, j'assume pleinement mes erreurs, parce que sinon, si on n'assume pas nos erreurs, on ne peut pas se corriger. Et surtout qu'au fait, il ne faut pas oublier que même parfois, quand on est des profs, on arrive dans un nouvel environnement, on fait aussi des erreurs de débutants. Tant sur notre façon de parler, sur notre façon d'agir aussi. Parce que c'est vrai que moi, la toute première fois que j'étais enseignant, j'étais jeune en plus, et quand j'avais des élèves devant moi, je pensais avoir un feeling automatique avec eux. Ben non. C'est là où j'ai compris que quand on est prof, c'est autre chose qu'on vit autrement. T'as jamais fait face à d'élèves qui te harcelaient à la sortie de l'établissement, non? Non. Non, pas spécialement. Quel est le recours si ça venait arriver? Que ce soit garçon ou fille, hein? Ah bah c'est pas compliqué, déjà moi j'en parle à mes supérieurs. Ouais, C'est la première chose à faire, un signalement automatique, ouais, et avec un suivi bien sûr, par la suite. ouais. Parce que signaler ne suffit pas. Surtout que le but, c'est de toujours d'avoir un dénouement qui Mm. nous arrange tous. En Parce tant que, qu'enseignant, est-ce que tu as dû faire face à un suivi psychologique? oui, bien sûr. Parce que, comme on commence à avoir de plus en plus des élèves avec des handicaps, avec des petits problèmes particuliers, des troubles, on a ce qu'on appelle des ESS, des équipes de suivi scolaire. Et on organise une réunion toutes les années pour, je t'en prie, Florine, pour mettre en place un suivi pour l'élève. Mm. Et aussi pour l'organisation des épreuves de bac et compagnie. On avait discuté ensemble, parce que c'est vrai qu'on se voit de temps en temps, parce qu'il fait des tournages, on va en parler juste après, il est également dans l'acting. Il n'en parle pas beaucoup parce qu'il est passionné par son boulot. Tu m'avais parlé que des fois, ça arrivait pour des cas qui étaient compliqués. Tu organises des ateliers au sein de ta classe, hein? Je sais pas si tu te souviens de ça, ça date, hein? Des ateliers, oui. Pas les ateliers savon, non? Alors, moi, je suis professeur dans une discipline technique appliquée à ce qu'on appelle de la production, la fabrication de produits. Et notamment, dans mon lycée, nous avons deux équipements, un pour fabriquer du savon et un pour mettre en conditionnement. Mm. Voilà. Donc, c'est un enseignement professionnel, donc c'est de l'atelier, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. En tant que prof, on a été obligé d'innover. Par exemple, on dit aux élèves, avant chaque travail, quelques exercices d'étirement. Mhm. Parce que sinon, voilà, le métier évolue, et les problèmes aussi. On va revenir à ça plus tard. On va parler maintenant de l'acting. Parce que oui, Hichem fait du cinéma, ça ne se voit pas. D'ailleurs, on s'était rencontrés sur un tournage au Grand Rex. Je sais pas si tu te souviens, pour le Loup de Wall Street. C'est ça. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Est-ce que depuis, tu tournes un petit peu ou t'as arrêté l'acting? Je tourne de moins en moins. Ouais, manque de temps. Ouais, manque de Ouais. temps. Surtout que, en tant qu'enseignant, faut pas croire qu'on a toujours des vacances.
que vacances rime avec repos et vie tranquille et vie facile. Non, pas spécialement, hein. Même si un temps plein pour un enseignant, c'est 20 heures. 18 heures, 20 heures. Mais à côté, on a quand même du travail à faire. Et parfois, ça nous prend nos vacances. Ouais, non, c'est vrai. Non, parce qu'on dit souvent que les personnes qui travaillent et qui dépendent de l'Académie nationale, bon voilà, ils ont les mêmes vacances que les élèves, ils ont les mêmes jours fériés que les élèves, ils ont les mêmes week-ends que les élèves. Mais être enseignant, c'est une grosse responsabilité, hein. Oui. Parce que le rôle de l'enseignant, c'est de diriger l'enfant, l'adolescent, le préadolescent ou le préadulte vers les bons choix, la bonne orientation, l'orientation qui lui correspond pour son avenir, hein. Et c'est vrai que c'est pas un boulot de tout repos. Mais bon, chaque boulot a ses difficultés, hein. Voilà. Barry, on va revenir à toi. Toi, en dehors de l'écriture de ton livre, tout ça, t'exerces dans quoi? Moi, je travaillais en tant que réceptionniste en hôtellerie. D'accord. Donc, voilà. Après, à côté de ça, je faisais pas mal de choses. Donc, j'ai déjà fait du cinéma aussi. Ok, super. J'ai déjà fait du mannequinat. Super. C'est des milieux qui sont très fermés, malheureusement. Alors oui, c'est des milieux qui sont très fermés et malheureusement, je vais me permettre de rajouter une chose. C'est comme les sports. Il y a certains sports, on dit c'est des sports de riches. Hein, t'es d'accord avec moi, Hichem, là-dessus? Oui. Sport de riches. Et certains milieux artistiques sont fermés et ne sont pas mis en gérance aux bonnes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces milieux, il faut que les personnes qui soient jury ou en gérance soient neutres. Ça éviterait certains problèmes. Bon, ça c'est encore un autre débat. Donc du coup, tu as essayé le mannequinat et le cinéma, c'est bien cela? C'est ça. Ça t'a plu? C'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais en fait, moi, je trouve que dans ça, il faut avoir les contacts. Il y a une question de contact, mais malheureusement, dans ces milieux-là, par moments, on laisse s'imposer des personnes qui n'ont pas à s'imposer. Comme dans le milieu du rap, hein. Dans le milieu du rap, il y a des personnes qui sont dans le rap qui n'ont rien à faire dans le rap. Mais qui ont été mis là parce que voilà, mais en vérité, elles n'ont rien à faire dans le rap. Dans le cinéma, c'est pareil, il y a des gens qui sont dans le cinéma qui n'ont rien à faire dans le cinéma. Dans la mode, c'est pareil, il y a des gens qui sont dans la mode qui n'ont rien à faire dans la mode. Tous ces milieux-là, il faut les mettre en... Et d'ailleurs, il faudra en parler au ministère de la Culture, qui est en l'occurrence Rachida Dati, me semble, non? Oui. Il me semble que c'est Madame Dati. Il y a un problème de régulation dans ces milieux. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Moi, je me vois, je suis étudiante en mode et cinéma, j'observe, et il y a certaines choses auxquelles je participe, je trouve que il y a des choses qui sont pas claires. Ça, c'est d'avis personnel, hein. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand je participe à des choses, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Et moi, j'alerte le ministère de la Culture qu'il faut surveiller et qu'il y ait des régulations pour toutes les disciplines artistiques, que ce soit cinéma, que ce soit musique, que ce soit mode et autres, parce qu'il y a vraiment des dysfonctionnements. Mais bon, ça c'est politique, c'est encore autre chose. Voilà. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter? Moi, Oui, je t'en prie. moi, ce que j'aimerais rajouter, en fait, c'est pour tous les jeunes qui me regardent, c'est d'aller de l'avant et de toujours croire en soi, même si on nous dit on va pas y arriver. En fait, il faut toujours croire et toujours, par exemple, quand on a une idée, la faire jusqu'au bout et de jamais rien lâcher et de croire en chose. C'est très important. Et pour moi, je trouve que le fait de faire des choses à côté, c'est une force. Parce que, en fait, je suis seule avec mes rêves, mais je me dis que j'ai la force de rêver. Et je me dis, je sais que je vais réussir, en fait. Je me donne les moyens et le but, c'est de tout casser et de vraiment montrer à ces gens-là voilà, qui nous ont peut-être sous-estimé qu'on peut le faire malgré le fait que parce qu'on habite en banlieue, malgré le fait parce on est de couleur noire ou arabe, ou peut-être parce qu'on vient pas. Voilà. En tout cas, moi, mon but, c'est vraiment de dire aux jeunes d'aujourd'hui, si vous avez des projets ou des idées, c'est vraiment de rien lâcher et de continuer à fond, et d'écouter jamais les gens qui sont là pour vous rabaisser ou autre. Les gens, ils parleront toujours, même si tu fais du bien ou du mal. Merci Barry pour ton intervention. Désolée, j'ai une petite chose. Je vais juste revenir sur une chose qui est très importante pour les jeunes. Il faut savoir qu'il existe plusieurs aides, même s'il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, je ne trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, que ce soit pour les jeunes ou pour les étudiants. On a notamment le chèque vacances, on a la carte ticket resto, on a la carte loisir qui est d'une valeur de 200 €. Pour les étudiants aussi, ils ont le droit d'avoir un PC portable. Il peut y avoir des bourses, notamment pour tout ce qui est restauration, cantine,
ou pour cursus scolaire, mais je trouve que ou le compte CPF. Moi, je trouve encore qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de pollution pour les jeunes. Notamment, Emmanuel Macron avait mis en place un jeune une solution, qui est à 500 euros par mois. Aujourd'hui, pour vivre minimum sur Paris, c'est entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Ça, c'est encore un autre débat. Je pense que il devrait y avoir des aménagements ou des avancées pour que la jeunesse puisse évoluer et soit moins en difficulté. Quand je vois que dans certaines universités, les jeunes, Hichem, toi qui travailles en lycée, n'arrivent pas à s'alimenter, même avec les bourses Crous, n'arrivent pas à s'alimenter, ça passe sur BFM TV. Je me dis quand même, on est en France et il y a un sacré souci. Moi-même, je suis étudiante, je trouve qu'il n'y a pas assez d'aide pour les jeunes, qu'on débloque pas assez de fonds. Je pense que les jeunes, c'est l'avenir, les jeunes, c'est demain. Et j'appuie et j'insiste et je soutiens totalement Barry et Hichem qui rencontrent des difficultés mais différentes des miennes dues à leur schéma de vie et à leur vécu. Il faut vraiment débloquer des aides pour les jeunes de 18 à 30 ans. Exactement, et puis surtout que malheureusement aujourd'hui, même si on a des ressources sociales, économiques insuffisantes, on n'est pas systématiquement boursier maintenant. Non, c'est vrai en plus. C'est devenu encore beaucoup plus difficile, ouais. La précarité augmente sans cesse. La précarité étudiante, ouais. Tout à fait. Exactement. Le mot est là, il faut le dire. Le mot, c'est précarité étudiante. Exactement, oui. Est-ce que tu as quelque chose à... Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Alors, dernièrement, j'ai participé à un festival. Je suis désolée, je vais peut-être casser l'ambiance. Mais je vais parler de quelque chose de positif. Léo Zelada. Léo Zelada, il est venu ici à Art Top TV. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Le Festival international de la poésie pour la paix dans le monde. C'est à ça que j'ai participé. Et c'était le 19 novembre, tu vois. Et j'en parle parce que je pense que on a aussi besoin d'espoir. Certes, c'est pas facile. Ça, on va pas se cacher. On va pas vivre dans un monde de bisounours, d'accord. Mais c'est important aussi d'avoir l'espoir. Parce que sans espoir, on vit pas. Hein. Ah oui. On vit pas. Et moi, dans mon poème, je disais, imaginons ça, fermez les yeux, essayez de penser à quelque chose qui puisse vous dire qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir aller plus loin. Parce que des fois, on demande, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir trouver quelque chose, trouver la solution pour aller plus loin et contourner le truc. Il y a un mur là, je contourne le mur. Le mur, si ça marche pas, je casse le mur, mais je trouve une solution pour aller, pour réussir, tu vois. Pour réussir, c'est ça aussi. Parce que nous, on est là. Mais on va pas se le cacher, quand on va partir, nous aussi, on a des coups. Hein. Moi, il y a des choses, des fois, c'est pas facile. Il y a des moments où c'est compliqué. Mais si je me disais, c'est compliqué, je suis sûre que j'avancerais pas. Moi, je crois qu'on peut avancer. On peut avancer, on peut aller plus loin. Et souvent, on se fait avec d'autres personnes aux alentours. J'ai grandi à Paris. J'ai vécu à Montreuil dans le 93. Je travaille à Noisy-le-Sec dans le 93. Je connais le 9-3, mais il y a aussi de belles choses dans le 9-3. Il n'y a pas que des choses difficiles. Il n'y a pas que le sport. Il y a des personnes qui ont réussi autre que dans le sport. Il y a des personnes qui font de belles choses. Il y a des choses dures. Ça, on va pas se cacher. Mais il y a aussi de très belles choses. Et c'est ça qui moi, me donne cette niaque, tu vois. Parce que quand j'étais à Paris, à Stan, dans le 6e, on savait tous nager, on s'entendait bien. D'accord? Mais quand je suis allée dans le 93, j'ai vu aussi des choses difficiles, mais j'ai vu aussi des choses très belles à travers les enfants. Tu sais, c'est beau de voir des gamins, tu leur dis, tu peux pas leur dire d'être au garde à vous, ils sont pas au garde à vous. Il y en a certains, oui, mais pas tous. Mais ils ont toujours la joie de vivre, ils ont toujours le sourire. Des fois, ils dansent dans l'eau. Il y a des moments où ils ont tellement envie de nager qu'il y a des gamins, ils sont dans des situations compliquées, mais ils nagent. Et ils progressent très rapidement, tu vois. Je peux te poser une question. Toi qui fais ta natation depuis longtemps, il y a une discipline où les gens nagent sous l'eau. Tu connais L'apnée. cette chose? L'apnée. Ils dansent sous l'eau. Ah, la natation artistique. Ouais, tu connais ça? Je connais ça. Ouais. Et si tu veux, je pense que le sport, la culture, l'art, la peinture, le dessin, comme il dit, travailler aussi avec des handicapés, tout ça, enfin tout ce que l'on amène, évidemment le milieu associatif et aussi chaque lumière fait que aussi on arrive à s'en sortir et on arrive à faire des choses bien avec eux, tu vois. Et vraiment bien. Moi, je parle uniquement de ce que je sais et de ce que j'ai vécu. Je parlerai jamais de ce que je ne sais pas. Tu vois.
C'est bon, je t'interromps dans ce que tu disais. Pour revenir à la natation artistique, tu en fais, non? Non, pas Non. du tout. T'as essayé? Non. Non. Pas quelque chose qui... Bah, enfin, j'ai essayé dans ma discipline, dans ma profession, puisque moi, j'ai un diplôme de maître nageur. À l'époque, moi, j'ai passé le BESAN, si tu veux. Et donc, on voyait les différentes disciplines. On voyait la natation artistique, le plongeon, le water polo et la natation. Et on avait, en fait, des épreuves dans ça. Donc, oui. J'ai appris, je connais les épreuves ou les choses comme ça. Mais c'est pas, en fait, je suis pas nageuse de natation artistique parce que ça serait mentir, en fait. Et ça, c'est faux. Voilà. Voilà. Mais quand j'ai un souci ou quand j'ai un truc qui va pas et qu'il y a un truc qui me chagrine, où est-ce que je vais aller? Bah, moi, je vais aller nager à la piscine, quoi. Et après, je reviens et je vous assure, tout est beaucoup plus clair. Même s'il y a un monsieur qui me regarde avec un sourire bizarre, à lui, puis je le regarde, je fais même plus attention à lui. Je pars et je fais, tu vas voir. Hop. Bon. L'émission va prendre à sa fin, les amis. Je vais inviter tout le monde à laisser ses réseaux sociaux. Barry, est-ce que tu veux bien nous laisser ton compte Instagram ou éventuellement ta chaîne YouTube ou ton Twitch ou ton TikTok ou quelque chose qu'on puisse te retrouver et qu'on retrouve surtout ton bouquin qui est sur Amazon Prime, il faut le rappeler. Moi, ma page Instagram, c'est Mariam Barry. Et enfin, le livre, il est disponible sur Amazon. Et le nom, c'est Barry Soirée, on n'oubliera pas. Et on va jamais oublier. Et à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo 7isham. Et si vous souhaitez partager, échanger concernant l'éducation, la pédagogie, tout ça, je suis toujours ouvert. Eh bien, moi, vous pouvez me trouver sur le nom Myrna Lafare Michalon sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Je remercie tout le monde de nous avoir suivis sur Artop TV pour mon émission Le Monde de Julie. Je vous invite à liker et à partager en max. Un max, pardon. Pardon tout le monde. Ouais, non, mais... À la semaine prochaine.